Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer succinctement certaines étapes pour la réalisation d'un plancher ourdi. Je préfère vous avertir tout de suite, ce n'est pas une vidéo tutoriel, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas du tout anticipé le filmage du chantier dans ce sens. C'est un chantier qui a été accepté par notre ami Michel, un maçon de notre secteur avec qui on travaille régulièrement. Et ce n'est pas un chantier que nous avons entrepris. Nous sommes là avec Loïc uniquement pour donner un coup de main à Michel. Il a la cinquantaine, c'est un maçon qui est tout seul, il n'a pas d'ouvrier. Donc on est là pour respecter toutes ses directives. Chantier très intéressant, pourquoi? Parce qu'il est assez technique finalement. Comme vous le voyez, il y a 3 étages. Et il a fallu passer par beaucoup d'étapes de démolition, c'est ce qui vous arrivera le plus souvent. On est quand même sur de très grandes longueurs, on est sur une dizaine de mètres de longueur par 5 mètres de large. C'est un chantier dans un vieux village, avec plein de murs en pierre, des cheminées, donc la tâche n'est pas du tout facile. Ici vous le voyez, ce sont ce qu'on appelle donc des réservations pour le passage des poutrelles en béton. Donc un plancher ourdi, c'est quoi? Un plancher ourdi, déjà pour qu'on parle le même langage, c'est tout d'abord des poutrelles en béton armé. Donc ici ce sont des poutrelles à treillis, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans d'autres situations, des poutrelles précontraintes. Donc ici ce sont des poutrelles, et j'insiste, à treillis. Elles n'ont pas une forme en T. Là vous le voyez, vous ne le savez pas forcément, mais c'est vraiment le cas typique d'une rénovation en bâtiment. Exception faite, c'est que de par notre éducation et surtout de par l'éducation de Michel, on utilise des bastings de réemploi. On n'est pas sur des bastings type Doka pour les plus chevronnés, des bastings préfabriqués totalement normalisés. Donc vraiment c'est un chantier que je trouve le plus révélateur, car c'est vraiment l'éducation que j'en ai eue dans le bâtiment. C'est un cas typique de plancher ourdi pour une vieille maison en pierre, avec des étais qui sont pas tous de la même marque, pas de la même qualité, mais comme vous le voyez, ça vous permet de mieux envisager ce genre de projet, et surtout ça vous permet de mieux relativiser sur votre façon de faire au quotidien. Si vous êtes professionnel, bien entendu. Là, il faut bien remarquer qu'on y met des vis sur les étais pour éviter que ça ne bouge pas. On se sert de repères sur les murs, puisque quand on travaille dans le bâtiment, il y a toujours des niveaux de référence, ce qu'on appelle des niveaux sous plancher, des niveaux sous plancher béton. Au fini, très souvent, c'est le niveau rez-de-chaussée qu'on prend en référence, c'est le niveau 0. Donc là, ce qu'il est intéressant de remarquer, peut-être que par chez vous ce n'est pas le cas, puisque ça arrive dans le bâtiment, vous remarquerez que les poutrelles en béton, on les voit clairement là, sont parfaitement de niveau avec les entrevous. Alors un entrevous, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de langage en maçonnerie, j'essaye de vulgariser le sujet. C'est un parpaing. Donc un entrevous, c'est un parpaing qui est profilé pour pouvoir venir s'enclencher sur une poutrelle. Donc en fait ça sert à quoi? Tout simplement c'est plus ou moins un coffrage pour éviter d'avoir à mettre trop de matière, pour alléger votre plateforme en béton, votre plancher finalement. Et en fait ça vient assurer la stabilité de l'ensemble pour couler une certaine épaisseur de béton. Un entrevous ça peut tout à fait être en polystyrène, en parpaing, donc en ciment, en céramique, en bois, en plastique. Voilà, je vous fais la liste non exhaustive. Il y a énormément de matériaux sur le marché pour servir d'entrevous. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que vous compreniez qu'il y a 2 types d'entrevous. Il peut y en avoir beaucoup plus,
Et là on voit qu'il y a deux entrevous de différentes épaisseurs. Là on a un entrevous de 20 et un entrevous de 8 cm. À quoi il sert? Tout simplement à reporter ponctuellement les charges de répartition. Là, vous le voyez, ce sont des entrevous qui sont avec une seule face qui est pleine. Donc c'est très souvent des entrevous qui vous servent à éviter que le béton coule dans toute la longueur de la dalle en béton. C'est un sujet très complexe en fait. Je pourrais y passer des heures à vous expliquer. Encore une fois, je cherche à vous simplifier l'illustration de cette situation. En plus, comme vous le voyez, Michel a fait des partis pris techniques de réalisation. Je ne suis pas en train de vous revendiquer que c'est une Bible. La seule Bible qui prévaudra, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le plan de préconisation qui a été réalisé par le fabricant du plancher ourdi et qui a été calculé par leur bureau d'études de béton armé. Donc le maçon ne va pas du tout se substituer à ce plan, on ne va pas le lâcher, et il ne reste plus qu'à le lire et surtout le comprendre. Ici on est sur un plancher 20+6, c'est-à-dire entrevous de 20 avec 6 de tables de compression en béton. 6 RA 584, c'est tout simplement le nombre de poutrelles de la dimension de 584 cm. Là, on a un indicateur, bon, on n'y voit pas très bien, hein, il est un peu sale, mais on a un indicateur pour les axes de pose des étais. Voilà, ici, en l'occurrence, il faut respecter l'axe, il y a deux axes, deux fils d'étais pour soulager le plancher. Le petit A vous indique qu'il y a les barres de liaison, ce qu'on appelle aussi des chapeaux de rive. Ici, c'est indiqué que pour le passage de l'escalier, donc la réservation dans le plancher ourdi, il y a ce qu'on appelle un chevêtre, avec les fameuses 3 poutrelles que vous pouviez voir auparavant. Ici, ça vous indique très clairement les entraxes pour démarrer la pose de vos poutrelles. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à avancer et progresser. Donc, il y a d'autres pages, évidemment, hein, pour les consignes à respecter. De toute façon, c'est jamais tout à fait détaillé comme il faut quand on est sur de la rénovation, mais un plancher ourdi, ça se pose toujours par étapes. C'est comme un Lego. Et dans notre situation, c'était un peu différent de ce que vous voyez dans la consigne de mise en œuvre, puisqu'on est en rénovation. Il a fallu d'abord évidemment démolir, sécuriser le chantier, ensuite préparer les arrases de pose des poutrelles. Et dès qu'on a pu les poser, on présente systématiquement un entrevous à chaque extrémité pour garantir l'écartement entre celles-ci. Puis on étaye et on progresse à l'avancée en suivant la démolition, ce qui nous permet de sécuriser le chantier. Mais attention, on ne pose jamais l'ensemble de toutes les marmites, les entrevous, on ne les pose jamais sans avoir étayé au préalable. Sinon ça risquerait de casser. C'est très très dangereux, on n'est pas sur des poutrelles autoportées. Donc c'est un des cas de figure les plus importants à retenir, car de toute façon les entrevous sont très fragiles. Ça, c'est une des choses qu'il faut bien retenir. Ça arrive très souvent que quelqu'un mette le pied sur un entrevous fragilisé et il peut passer au travers. Une fois les entrevous présentés, il n'y a plus qu'à présenter tout ce qui est réservation pour les passages d'eau usée, pour les gaines électriques ou autres. Voilà. Vous préparez toutes vos réservations, vous bouchez tout ça, vous blindez bien votre coffrage. Et uniquement après cette étape, reste la longue étape aussi du ferraillage, en respectant toujours pareil les plans de pose. De toute façon, tout est parfaitement détaillé sur internet ou sur les préconisations, les plans que vous allez recevoir. Et ensuite, on arrive à l'ultime étape, finalement de très loin la plus simple, si vous avez parfaitement soigné votre coffrage, parce que les moindres trous, ça pardonne pas lorsqu'on coule une dalle de plancher ourdi. Il faut vraiment surveiller ce point en priorité. Sinon, ce sera la fuite et le béton s'échappera à travers le coffrage. D'ailleurs, nous y voilà, hein. C'est l'ultime étape. Donc l'ultime étape, on est le jour du coulage. Je tiens à vous préciser de suite, si l'on ne voit pas l'étape du coulage à proprement parler, on verra le début, hein. Mais je pense qu'avec la pression, puisque franchement c'est toujours le gros coup de feu quand on reçoit une toupie, il faut vraiment pas branler.
Et la toupie, elle nous attend pas. Faut vraiment aider les copains. Je suis pas là pour jouer les Spielberg sur chantier. Ben très clairement, je sais pas ce que j'ai déconné en allumant la caméra. Ben ça a rien filmé sur le coulage. Vous en verrez une partie, surtout sur la fin finalement, puisque comme d'habitude, quand on est sur la fin du coulage, ben là le coup de feu redescend. Donc déjà, on a quand même pas mal de détails. Là, Loïc et Michel attendent tranquille en discutant chasse à l'entrée. Et moi, j'en profite pour filmer. Je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer ça. Donc ça, c'est toute la partie que Michel a continué de faire sans nous. Ça, c'est ce qu'on appelle le chevêtre, le passage de l'escalier. Donc un chevêtre, c'est la réservation pour le passage pour des passages, que ce soit par exemple pour des conduits, des cheminées, très souvent pour des escaliers. Vous remarquerez que forcément, là, c'est tout un assemblage complexe de ferraille. Tout est renforcé, on comprend mieux l'intérêt des entrevous qui sont surbaissés, donc les entrevous de 8 cm. C'est pour vous permettre de renforcer ponctuellement votre plancher. Là, on les voit, hein, tout en périphérie, ce sont des entrevous de 8 par 20 par 56, je crois. Et ici, ce sont les réservations que Michel a fait, qu'il a bloquées au ciment pour éviter les fuites pour le coulage. Donc ça, ce sont les passages des eaux usées. On voit clairement, ça c'est ce qu'on appelle la table de compression, avec le tri soudé qui file posé sur les entrevous, le fameux 20, et nous on va rapporter 6 cm de béton au-dessus de ces entrevous. On voit aussi clairement les chapeaux de rive qui sont indiqués sur le plan. Encore une réservation, donc les entrevous ont été cassés au préalable et repérés en bas. Michel a ligaturé tout ça, on voit bien les fers et les fers d'attache, et il a encore une fois bloqué au mortier pour éviter qu'il ne remonte lors du coulage comme un bouchon dans le béton et qu'il y ait éventuellement des fuites. Parce que vraiment, encore une fois, j'insiste, votre ennemi pour cette étape, hein, autant elle est hyper simple, surtout qu'on va recevoir une toupie avec la pompe, mais la moindre fuite c'est impardonnable, ou un coffrage qui n'est pas assez blindé, un coffrage qui risque de craquer, c'est le seul point le plus important à retenir. Tout le reste est franchement facile. Donc maintenant, il s'agit de garantir la facilité de coulage. Donc je vous dis pas que l'utilisation d'un laser est obligatoire. Alors franchement, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est indispensable. Par contre, nous, professionnels, on sait évidemment tirer à la règle sans avoir besoin de laser, puisque de toute façon, Michel a déterminé des points de référence. Vous vous doutez que le point de référence pour la pose de ce plancher ourdi, c'est très clairement le seuil de la porte d'entrée, la porte principale qui donne sur la ruelle. Donc de toute façon, on ne peut pas tricher en maçonnerie, il faut forcément qu'on arrive d'un point bas de plancher ourdi à un point haut de béton. De toute façon, je m'éternise pas là-dessus, c'est pas le but de la vidéo, mais il y aura évidemment une chape de pose, puis un revêtement. Je crois que de mémoire, le client nous avait dit qu'il voulait du carrelage. Donc voilà, ça vous détermine le fameux point 0, le point d'arrivée fini de revêtement d'un plancher de maison. Mais nous, on en est juste à l'étape du béton. Et je vais mettre en place le laser, malgré le fait que Michel, habituellement, n'aime pas utiliser le laser. C'est son choix, hein. Old school oblige, j'imagine. Mais par expérience, franchement, utiliser un laser. C'est tellement plus simple avec un laser. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à quatre pattes. Et c'est toujours l'éternel débat. On n'est pas là pour casser les pieds aux anciens. Michel fait comme il veut. J'ai simplement suggéré de mettre en place le laser pour lui soulager l'étape du coulage et qu'on n'ait pas à se mettre à quatre pattes pour régler tout ça. Donc là, vous le voyez, je me sers simplement
de la pointe que Michel avait présentée au préalable, c'est sa technique à lui, hein. Il met pas de bande périphérique ou autre, c'est vraiment lui qui décide sur le chantier. Nous, on est là uniquement pour l'aider. Et je n'ai plus qu'à contrôler les écarts entre les entrevous et le point de niveau fini du béton. Donc très clairement, il a super bien bossé, sincèrement, il n'y a même pas un écart de 5 mm. On est censé avoir 6 cm d'enrobage au-dessus des entrevous. Il faut bien comprendre que lorsque l'on présente les étais, l'étayage, donc vous verrez dans la cave juste après, l'étayage en fait peut permettre de redresser les poutrelles qui sont pas tout à fait planes. Elles sont légèrement tordues souvent. Bah du coup vous avez un écart de 5 mm en l'occurrence ici, c'est pas du tout grave. 5,5, 6 cm, voilà, on s'en fout. Dans tous les cas, le laser est en train de confirmer que Michel a très bien bossé et qu'on aura effectivement 6 cm de béton. Et ça nous permet une seule chose, c'est d'être sûr qu'il ne va pas manquer de béton lors du coulage. Ben, du coup, j'en profite aussi pour vous montrer. La toupie arrive, de toute façon, c'est elle qui nous dicte, hein, c'est souvent qu'on poireaute. Ben, du coup, je fais un petit tour dans la cave pour vous montrer un peu mieux l'étayage fini avant coulage. Donc, on se rend déjà bien compte d'une chose, il faut quand même avoir suffisamment d'été et de matos pour bien bosser. Donc, on se rend compte que il y a des blindages, surtout en périphérie, hein. Très souvent quand on est sur des retours de murs qui sont trapézoïdales, ben, c'est pas comme ici, très souvent il faut faire ce qu'on appelle un appoint. Donc il faut mettre des planches pour coffrer toute cette périphérie et être sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Donc on voit quand même, j'avais pourtant mis la lumière du portable, on voit bien voilà, qu'il y a forcément, on est sur de la terre battue, il y a systématiquement sous les étais, au moins le minimum syndical, c'est de toujours mettre une planche de coffrage suffisamment épaisse pour pas qu'elle éclate, parce qu'il va quand même y avoir du poids après le coulage. L'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle des lisses basses, c'est-à-dire des bastings qui sont posés, des bastings de 4 mètres sur lesquels reposent les étais. Et évidemment, l'idéal c'est d'avoir des fourches pour éviter le basculement des étais, mais on n'est pas équipé à ce point. Le plus important étant de bloquer les étais pour éviter qu'ils ne basculent en y mettant des pointes. Allez, on arrive à l'ultime étape, le coulage. La toupie vient enfin d'arriver. Donc c'est ce qu'on appelle une pumie. Elle doit son nom tout simplement à Mixopompe. Donc une pompe de mixage. Pumie. Ça doit sûrement être tiré de l'anglais. Ce qu'il faut retenir, c'est que une pumie, bah, c'est très cher. C'est toujours très cher pour les maçons. Dès qu'on peut l'éviter, on évite, parce que ça rajoute vite des gros suppléments sur les devis. Et surtout pour le client, très clairement. Donc il faut bien se réserver et se préparer à l'avance, surtout que là on est dans une ruelle très passante. Tout a été anticipé, il faut lui laisser le temps de se déployer. L'un des inconvénients de faire appel à une pumie, justement, c'est sa capacité. Elle est beaucoup plus petite que les toupies traditionnelles, puisque il lui faut quand même être équipé de la pompe, donc forcément la capacité est moindre. Ça va à peu près de 4 à 6 mètres cubes. Bon bah voilà, après la suite de la vidéo n'est pas très intéressante, ça reste un coulage de béton, il existe des tas et des tas de vidéos sur le sujet. Faut pas oublier que le chauffeur ne peut pas présenter tout seul tous ses tuyaux, hein. Faut être au moins 3 personnes, sinon c'est vite compliqué. Car il faut assembler tous les tuyaux pour acheminer le béton. Et on commence tout le temps par mettre la plus grande longueur, pour ensuite au fur et à mesure du coulage supprimer chaque tronçon de 3 mètres de tuyau. Et on recule jusqu'à finir par la porte d'entrée. Bon, c'est cette partie de vidéo que vous ne verrez pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un béton de type S4, c'est un béton qui est très fluide, c'est pas un béton qui est autoplaçant, mais franchement, c'est quasiment tout comme. Et Michel utilise ce qu'on appelle un débuleur, ce qui permet d'avoir une finition franchement impeccable, sans avoir à se baisser toutes les 5 secondes pour sortir la règle. Et finalement, il a accepté d'utiliser mon petit laser, et franchement ça nous aide. Voilà, donc la vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura été utile.
Et je le répète, ce n'est pas une vidéo tutoriel. C'était une vidéo pour vous vulgariser ce sujet souvent demandé, souvent difficile pour un particulier. Les professionnels comprennent ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que c'est pas si facile que ça. Rien n'est impossible pour un particulier, mais par contre, il y a toute une rigueur à respecter, c'est surtout pour votre sécurité. Un plancher ourdi, c'est avant tout quoi? C'est une grosse source de préjudice, de malfaçon. Donc, comme à mon habitude, je vous dis pas que c'est impossible de le faire soi-même. Par contre, je vous invite encore une fois à bien y penser. Un artisan a sa responsabilité civile et décennale, c'est-à-dire que en cours de travaux, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes couvert. Et après travaux, des années après, sur 10 ans, vous êtes couvert quoi qu'il arrive. La vidéo est donc terminée. Comme à mon habitude, je vous souhaite à tous de rester créatifs. Soyez vous-même, mais surtout, faites-vous plaisir dans votre métier, faites-vous plaisir dans vos travaux. Allez, je vous laisse sur les images de la fin, en vous disant Adi Chats.